Amis de la philosophie, bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons terminer le cours sur le vivant. Pardonnez à la classe qui aura un tout petit peu de répétition, je fais la même vidéo pour les deux classes pour que ce soit plus simple. On avait fini, vous vous souvenez avec vous, la question de la fin naturelle, c'est-à-dire que la propriété de l'être vivant à travers la nutrition, la croissance, la reproduction ou la sensation, c'est d'être à la fois cause et effet de lui-même. Et on avait terminé en montrant qu'il y avait une réciprocité entre le tout et les parties. Contrairement à la machine, dans un être vivant, les parties n'existent que parce qu'elles sont d'un tout. Le lapin a un cœur, des poumons, des pattes, des oreilles, comme ça, parce qu'il est un lapin, et inversement, il n'est lapin que parce qu'il a ces parties-là. La biologie contemporaine, c'est notre grand C, a une autre manière de prononcer cette caractéristique de fin naturelle. Grand C, les acquis de la biologie contemporaine. Pour le dire, on va s'appuyer sur un ouvrage très célèbre des années 80 d'un auteur qui s'appelle Jacques Monod et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Hasard et nécessité, qui décrit donc le processus d'évolution. Et il se rend compte qu'aujourd'hui, le vivant a trois caractéristiques majeures. La première caractéristique, c'est la téléonomie. Qu'est-ce que c'est que la téléonomie? C'est le fait pour un vivant d'avoir un projet que la structure représente et que l'activité réalise. Autrement dit, tout dans l'être vivant a pour but de faire un organisme qui a la structure, l'organisation et l'activité de l'espèce. Deuxième caractéristique, la morphogénèse autonome, c'est-à-dire que le vivant est son propre architecte. Une fois que la cellule œuf est fécondée, il y a tout dans cette cellule œuf pour mener à bien son développement jusqu'à l'organisme complet s'il y a juste un apport de nutriments. Mais c'est le vivant lui-même qui prend ces nutriments, qui les transforme, qui les organise pour faire un organisme complet. Troisième caractéristique, l'invariance reproductive, c'est-à-dire la capacité pour le vivant à transmettre de génération en génération une information génétique constante sans modification. Un chat naît d'un chat, les chiens ne font pas des chats. Trois caractéristiques donc de l'être vivant pour la biologie contemporaine. La question que nous allons devoir nous poser dans ce grand 3, elle est toute simple, elle est juste de savoir quelle est la cause de ces trois caractéristiques. Est-ce qu'on peut ou non la trouver dans les éléments? Vous avez déjà une idée de la réponse. Alors, grand 3, distinction du vivant et de la machine. Grand A, comparaison de la machine et de l'être vivant. Il y a un point commun entre le vivant et la machine. Leurs pièces, ou les organes, sont interdépendants fonctionnellement. C'est-à-dire que pour que le tout fonctionne, il faut que toutes les parties soient bien agencées et en bon état de marche. Mais ce point commun cache de nombreuses différences en fait, et ne suffit pas à dire que le vivant est une machine. En effet, l'interdépendance des organes au tout est bien plus profonde dans le vivant que les pièces de la machine. Les organes n'existent pas sans le tout. Leur existence est déterminée par leur relation entre les différents organes et leur relation au tout. Ça, c'est la première grande différence. Pourtant, on peut comparer le vivant et la machine sur un autre point. Force est de constater que, dans la machine, les pièces n'ont pas en elles-mêmes la puissance, la capacité à s'agencer pour former la machine. Comment penser alors que les éléments du vivant qui dépendent dans leur existence même du tout
auraient en eux-mêmes cette puissance-là. Dans les deux cas, il semble nécessaire de poser un principe d'ordre, un principe d'existence du tout. Mais ce principe d'ordre n'est pas le même dans les deux cas. Dans la machine, c'est l'artisan qui crée par lui-même les pièces et les agences, comme un architecte avec une maison. Dans notre vivant, c'est beaucoup plus fin. Il n'y a pas de principe d'ordre et d'existence extérieure. Ce principe est interne. C'est là la spécificité du vivant. Un être vivant possède en lui le dynamisme pour s'organiser, pour exister et pour poser ses activités. Alors, comment essayer de comprendre ce principe d'ordre qui est à l'intérieur même du vivant? Grand B, l'âme, distinction du vivant et du non-vivant. On l'a compris, la machine et l'être vivant sont tous les deux des tout composés complexes et les éléments de ces tout n'ont pas en eux-mêmes la capacité à s'organiser de cette façon-là. La différence entre la machine et le vivant, c'est que pour la machine, le principe d'organisation est extérieur. Pour le vivant, le principe d'organisation est intérieur. C'est ce qu'Aristote appelle l'âme. Si on devait définir l'âme, il faudrait dire qu'elle est un principe interne d'existence, d'organisation et d'activité de l'être vivant. Ce principe interne, pour essayer de le comprendre, il est possible de passer par une analogie. La maison est le fruit de poutres, de tuiles, de briques, de fenêtres. Mais si on a un tas de ces éléments-là, ça ne va pas donner la maison. Il y a un principe d'ordre, un plan qui organise ces différents éléments qui ont été pensés par l'architecte. C'est la relation qui existe entre la matière et la forme. Dans une statue, tel le penseur de Rodin, il y a du bronze, et ce bronze, il est dans une forme particulière qui est celle du penseur. Le bronze existe toujours sous une forme déterminée, pas de bronze sans forme. Le penseur existe toujours dans une matière déterminée, pas de penseur sans matière. Mais le penseur aurait pu être en marbre, en plâtre, en bronze, en bois. Et le bronze aurait pu être en penseur, en Vénus de Milo, en Victoire de Samothrace, que sais-je. Ce qui existe, c'est toujours une et unique chose. Mais dans cette chose, il faut distinguer deux principes en relation, la matière et la forme. La forme de l'être vivant, celle qui donne l'organisation à cette matière très particulière, c'est l'âme. Principe d'existence, d'organisation et d'activité d'un corps ayant la vie en puissance. Aristote, lorsqu'il pose cette âme, distingue trois genres, trois types d'âmes. C'est-à-dire que dans toutes les âmes qui existent, il y a trois grands types. Le premier type, c'est les âmes végétatives, c'est-à-dire celles qui ne concernent que les arbres, les plantes, etc. Ces âmes se manifestent par les activités de nutrition, croissance, reproduction. Et puis il y a des âmes plus parfaites, qui ne sont pas seulement végétatives, mais qui sont aussi sensitives, c'est-à-dire capables de ressentir quelque chose. C'est les âmes des animaux, de l'huître au babouin, au lion, au chat, à l'homme, à la grenouille, etc. Enfin, l'homme, lui, possède un troisième type d'âme très particulier, qui est l'âme intellective. Non seulement cette âme est l'âme d'un corps et donc a les capacités de l'âme végétative, mais aussi les capacités de l'âme sensitive. Nous sommes capables de voir, sentir, toucher, écouter, etc.
Mais l'homme a cette capacité particulière dont nous avons parlé dans le cours sur matière et esprit de penser. Et ça, c'est l'âme intellective qui s'en occupe. Dernière mise au point, vous avez compris que le mot âme en philosophie est ambigu. Le plus souvent, on entend le mot âme comme un synonyme d'esprit. Ça, c'est le sens cartésien de Descartes. Mais avec Aristote, le mot âme a un sens beaucoup plus large. Le mot âme, c'est ce qui a donné animé, animal. Et donc tous les êtres vivants, pour Aristote, possèdent une âme, c'est-à-dire ce principe d'organisation et d'existence. Cette âme, contrairement à l'âme humaine, n'est pas un esprit. Elle est une forme d'une matière particulière. Le mot âme permet donc de comprendre la spécificité du vivant et permet aussi de comprendre pourquoi le vivant n'est pas réductible à de l'inerte et ne peut donc pas être étudié absolument comme on le fait pour l'étude de la physique, de la chimie, c'est-à-dire en étudiant la propriété des éléments. Un être vivant, c'est une matière sous une certaine forme, c'est-à-dire il ne se comprend pas uniquement comme des éléments. Alors il faut bien conclure. L'être vivant peut-il être assimilé à une machine? Reprenons les distinctions. C'est vrai que quant à leur fonctionnement, il y a une ressemblance très forte entre la machine et l'être vivant. Mais pour autant, le biologique n'est pas réductible au mécanique. Il y a quelque chose de propre au biologique. C'est sa capacité à s'agencer lui-même. De la même façon, on ne peut pas réduire la finalité externe de la machine à la finalité interne du vivant qui veut absolument préserver son existence. Enfin, il faut dire que l'inerte n'est pas le vivant parce que l'artificiel n'est pas le naturel. Dans le vivant, la capacité de s'organiser est interne, c'est la question de l'âme, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'artisan extérieur pour la constitution de tel ou tel individu. Alors, on peut poser une dernière question. Est-ce qu'il ne faut pas renverser le rapport et dire qu'en réalité, la machine n'est rien d'autre qu'une prolongation du vivant? Ainsi, le bras ne serait pas un levier, mais le levier une continuation du bras. Ainsi, l'homéothermie ne serait pas le radiateur interne de l'homme, mais le radiateur serait une externalisation par l'homme de la question de la température. De même, la boîte crânienne ne serait pas une bibliothèque, c'est la bibliothèque qui serait une externalisation, comme le disque dur, de la mémoire. Au fond, le génie de l'homme, c'est d'avoir su s'inspirer du vivant pour être capable de faire des machines. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite je trouve que c'était joli. Voilà. C'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est un geste spontané. J'aime bien le cidre. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal.